Cette arme n'était pas faite pour tuer. Tuer, c'est trop clément et trop facile pour l'ennemi. Les ingénieurs allemands qui ont créé cette mine avaient une autre idée en tête. Un soldat coupé en deux n'a besoin que d'une tombe. Mais un soldat qui perd ses jambes, et ce qui fait de lui un homme, a besoin d'un hôpital, de chirurgiens, de mois de rééducation, et reste un rappel vivant pour tous ceux qui ne sont pas encore blessés. Le lieutenant-colonel Sloan, qui a écrit une étude après la guerre sur la guerre des mines, dira que c'est le truc le plus flippant que les forces alliées aient vu pendant toute la guerre. Les fantassins américains lui donneront un nom avec l'humour noir qui les aidait à rester sains d'esprit au front, Jumping Betty. Mais ce sont les Français qui ont été les premiers à voir cette mine en septembre 1939, au début de la guerre, qui seront les plus précis. Ils l'appelleront le soldat silencieux. Une arme qui garde sa position sans sommeil ni fatigue, qui ne connaît ni la peur ni la pitié, et qui n'a pas besoin d'un humain pour tuer. Près de 2 millions de ces mines sortiront des usines allemandes au cours des 10 prochaines années. Elles seront semées comme de l'herbe sur les plages de Normandie, enfouies dans le sol italien, dispersées sur le front de l'Est. Et puis, une fois la guerre terminée, quelqu'un devra les retirer à main nue. Voici l'histoire de la façon dont un petit cylindre en acier est devenu l'arme la plus détestée de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1930, l'Allemagne vivait dans l'ombre du traité de Versailles, qui lui interdisait formellement de disposer d'une armée moderne, formellement. En pratique, les ingénieurs militaires continuaient à bosser dans des laboratoires fermés, résolvant des problèmes qui n'existaient pas officiellement. L'un de ces problèmes semblait simple: créer une arme défensive qui ne nécessitait pas la présence d'un soldat. Une sentinelle invisible capable de garder une position jour et nuit, par tous les temps, sans fatigue, sans peur et sans pitié. Les mines antipersonnelles existaient déjà depuis plusieurs décennies à cette époque, mais leur efficacité laissait beaucoup à désirer. Une personne marchait sur une mine, celle-ci explosait sous son pied et la personne mourait ou perdait un membre. Une charge par victime. Les ingénieurs allemands se sont demandé comment changer ce ratio, comment faire en sorte qu'une seule mine puisse toucher plusieurs soldats marchant en formation à la fois. La réponse est venue d'une compréhension élémentaire de la physique. Une explosion au niveau du sol dirige la majeure partie de l'énergie vers le sol, la gaspillant. Mais si la charge est élevée à environ 1 mètre avant la détonation, les fragments voleront horizontalement au niveau des parties les plus vulnérables du corps humain. La solution était élégante dans sa cruauté. Un mécanisme à 2 étages où une charge de poudre éjecte d'abord la mine du sol, puis la charge principale de TNT, entourée d'une coque de billes d'acier, explose dans les airs. En 1935, la Shrapnel Mine 35 est entrée en service dans la Wehrmacht. Le cylindre en acier mesurait 13 cm de haut et 10 cm de diamètre, pour un poids d'environ 4 kg. Seules 3 fines antennes métalliques du détonateur restaient à la surface du sol, pratiquement invisibles dans l'herbe. Une pression de 7 kg activait le mécanisme. Le poids d'un enfant. Le 7 septembre 1939, une semaine après l'invasion allemande de la Pologne, l'armée française a lancé une offensive prudente dans la région de la Sarre. 11 divisions ont franchi la frontière, remplissant leurs obligations alliées envers une Pologne mourante. Les forces principales de la Wehrmacht se trouvaient à l'est et les commandants français s'attendaient à une avancée facile en profondeur dans le territoire allemand. Les premiers kilomètres ont confirmé ces attentes. Les unités allemandes se sont retirées sans combattre, laissant derrière elles des tranchées vides et des routes intactes. Les services de renseignement n'ont signalé aucune résistance sérieuse. Puis les pertes ont commencé. Les soldats tombaient sans raison apparente, sans le bruit d'un coup de feu, sans le sifflement familier d'un obus. Les explosions venaient de quelque part en dessous et simultanément de l'intérieur des rangs, comme si la terre elle-même attaquait ceux qui osaient marcher dessus. Les survivants décrivirent ce qui se passait d'une manière confuse et incrédule. Un clic silencieux, une courte pause de quelques battements de cœur, puis quelque chose jaillit de sous leurs pieds, et explosa juste devant leur visage. Ceux qui se trouvaient
dans un rayon de 20 mètres, tombèrent morts ou mutilés. Ceux qui se tenaient plus loin furent blessés par des éclats d'obus et restèrent allongés dans l'herbe, effrayés à l'idée de bouger. Le 11 septembre, l'offensive était au point mort, non pas à cause des contre-attaques ennemies ou d'un manque de ravitaillement. 11 divisions se sont repliées sur leur position de départ parce que les soldats refusaient d'avancer. Chaque pas était devenu un pari, chaque mètre d'herbe pouvait cacher la mort, et aucun ordre ne pouvait forcer un homme à avancer là où le sol lui-même tuait. Les services de renseignement français ont compilé les premières descriptions de cette nouvelle arme et les ont envoyées au quartier général des Alliés. L'engin a reçu un surnom qui allait lui rester à jamais, le soldat silencieux. Pour comprendre pourquoi cette mine était si terrifiante, il faut l'examiner comme l'ont fait les sapeurs alliés, en étudiant attentivement les échantillons capturés, les schémas d'entraînement de 1943 à la main. L'enveloppe extérieure était un cylindre en acier classique. À l'intérieur se trouvait un deuxième cylindre de plus petit diamètre, entouré d'une couche de billes d'acier ou de tiges métalliques coupées, selon le lot de production. Au centre du cylindre intérieur se trouvait une charge de TNT pesant environ 200 grammes. En dessous, il y avait une chambre remplie de poudre noire, la même poudre à l'ancienne utilisée dans les mousquets au XVIIIe siècle. C'est cette poudre qui servait de mécanisme de levage. Le détonateur était un chef-d'œuvre d'une simplicité mortelle. 3 broches métalliques étaient reliées à l'amorce à percussion par un mécanisme à ressort. Une pression suffisante comprimait le ressort, l'amorce frappait le détonateur et un processus irréversible se mettait en marche. Mais la principale caractéristique était le délai. Près de 4 secondes s'écoulaient entre le moment de l'activation et l'éjection de la mine du sol. Assez de temps pour qu'une personne fasse 1 ou 2 pas supplémentaires pour s'éloigner du point d'activation. Assez de temps pour que ses potes s'approchent au son d'un clic incompréhensible. Ensuite, la poudre noire éjectait le cylindre intérieur à une hauteur de 90 cm à 1,50 m. 3 détonateurs se déclenchaient presque en même temps dans les airs et 350 billes d'acier se dispersaient horizontalement dans toutes les directions à une vitesse suffisante pour transpercer un corps humain. La hauteur de l'explosion était calculée avec une précision anatomique. Au niveau du bassin, des cuisses et du bas-ventre. Là où se trouvent les grosses artères et les organes vitaux. Là où les blessures tuent rarement sur le coup, mais laissent presque toujours des séquelles pour le reste de la vie. La mine n'était pas faite pour tuer tout de suite. Elle était faite pour faire des invalides. Un soldat mort, ça demande juste une tombe. Un soldat blessé, ça demande une évacuation, des chirurgiens, des hôpitaux et des mois de rééducation. Et il reste un rappel vivant pour ceux qui ne sont pas encore blessés. Le succès remporté en Sarre a convaincu le commandement allemand de l'efficacité de cette nouvelle arme. La production de la shrapnel-mine a atteint une échelle industrielle et, au milieu de la guerre, plusieurs usines à travers l'Allemagne fournissaient des mines. Les marquages sur les échantillons capturés indiquaient Munich, Berlin et des dizaines d'autres sites de production. En 1945, la production totale dépasserait 1 900 000 unités. Mais leur utilisation généralisée a commencé avec l'arrivée d'Erwin Rommel en tant qu'inspecteur de la défense côtière. Le maréchal avait compris ce que beaucoup à Berlin ne comprenaient pas. Les bunkers en béton du mur de l'Atlantique et les batteries côtières n'arrêteraient pas l'invasion alliée. Ils étaient trop peu nombreux, la ligne de défense était trop longue et la supériorité de l'ennemi dans les airs et en mer était trop évidente. Il fallait trouver une autre solution. Rommel a misé sur les mines. Sur les îles de Saint-Malo, au large de la Normandie, où les services de renseignement alliés soupçonnaient la présence de batteries d'artillerie lourdes, il a donné un ordre qui allait entrer dans l'histoire militaire. Les mines S devaient être semées comme de l'herbe. Pas des centaines ou des milliers, mais des centaines de milliers. En juin 1944, la côte ouest de la France était devenue le champ de mines le plus vaste de l'histoire. Des mines shrapnel entouraient chaque bunker, bloquaient chaque chemin et attendaient dans le sable de chaque plage où l'infanterie pouvait débarquer. Elles étaient
combinées à de lourdes mines anti-chars Teller, créant ainsi des pièges dans les pièges. Si un véhicule blindé était détruit par une mine anti-char, l'équipage n'avait nulle part où aller. Sortir du véhicule signifiait s'aventurer dans un champ de mort bondissant. Pendant ce temps, l'ingénieur français Pierre de Lalande, qui avait fui en Amérique après la chute de la France, essayait d'aider les Alliés à créer leur propre version de l'arme allemande. Il avait emporté avec lui les plans du modèle 1939, une copie française de la mine S. Les Américains lancèrent la production de leur propre version, baptisée M2. Ce fut un échec. La conception s'est avérée peu fiable, le mécanisme était capricieux et la mine fonctionnait souvent mal en situation de combat. Pour créer un équivalent qui marche, les Américains ont dû attendre la fin de la guerre et s'emparer d'échantillons allemands. Le 6 juin 1944, quand les premières péniches de débarquement se sont approchées de la côte normande, des centaines de milliers de soldats silencieux attendaient sous le sable. Le débarquement à Utah Beach fut relativement réussi par rapport au carnage sanglant qui eut lieu à Omaha Beach, la plage voisine. Mais même ici, les mines firent des victimes. Le 12e régiment d'infanterie rapporta que la plupart des pertes du premier jour n'étaient pas dues aux tirs allemands, mais aux champs de mines. Après avoir sécurisé la plage, un travail tout aussi dangereux que l'assaut lui-même commença. Le déminage a été effectué à l'aide de méthodes primitives. Il existait des détecteurs de métaux, mais ils étaient encombrants, capricieux et inaccessibles à la plupart des unités d'infanterie. L'outil principal du sapeur restait le couteau à baïonnette. Il était enfoncé dans le sable à un angle de 30 degrés, sondant le sol centimètre par centimètre à la recherche d'un boîtier métallique. Lorsqu'il découvrait une mine, le sapeur insérait une aiguille à coudre ordinaire dans le trou du détonateur à la place de la goupille de sécurité et dévissait soigneusement le mécanisme. Un seul faux mouvement signifiait ces 4 secondes fatidiques. Dans les dunes près du village de Pupville, les Américains ont désamorcé 15 000 mines dès les premiers jours qui ont suivi le débarquement. 15 000 cylindres d'acier sur une seule portion de littoral. Mais les chiffres ne reflétaient pas l'essentiel. L'effet psychologique de la Bouncing Betty dépassait sa force meurtrière. Les soldats alliés ont vite compris que la guerre contre les Allemands et la guerre contre les mines étaient 2 guerres différentes et que la seconde ne s'arrêtait pas avec la retraite de l'ennemi. Chaque champ, chaque forêt, chaque carrefour pouvait cacher la mort. Les rumeurs et les légendes se multipliaient plus vite que le commandement ne pouvait les réfuter. Le mythe le plus tenace était la croyance qu'une mine n'explosait pas tant que l'on ne bougeait pas le pied. On pouvait rester immobile et attendre les secours. C'était faux, né d'un désir désespéré de croire en une chance de survie. Le mécanisme était activé par la pression et non par son absence. Que l'on court ou que l'on reste figé, le résultat était le même. La seule façon de survivre à l'activation était de se jeter instantanément face contre terre et de prier pour que le jet horizontal de shrapnel passe au-dessus de sa tête. Les soldats britanniques ont donné à la mine un surnom qui décrivait la nature des blessures plus clairement que n'importe quel rapport médical, des bollockers. Ceux qui survivaient à une rencontre avec Bouncing Betty n'étaient souvent plus des hommes que de noms. La guerre en Europe a pris fin en mai 1945. Mais pour la Shrapnel Mine 35, le travail ne faisait que commencer. La côte ouest du Danemark s'est avérée être la partie du littoral la plus minée du continent. Jusqu'à la fin, Hitler était convaincu que l'invasion principale des Alliés se ferait ici, car c'était la route la plus courte vers Berlin. 1,5 million de mines gisaient dans le sable et les dunes du Jutland, transformant les plages en une zone mortelle infranchissable. La population civile ne pouvait pas retourner dans les villages côtiers. Les pêcheurs ne pouvaient pas sortir en mer. Le territoire, libéré de l'occupation, restait occupé par les mines. Le commandement britannique a pris une décision qui allait susciter des décennies de controverses. Les mines seraient déminées par des prisonniers de guerre allemands. La Convention de Genève de 1929
interdisait expressément l'utilisation de prisonniers de guerre pour des travaux dangereux. Mais les juristes ont trouvé une faille. Les soldats allemands ont été reclassés comme personnel s'étant rendus volontairement, ce qui les soustrayait formellement à la protection de la Convention. Plus de 2000 Allemands, dont beaucoup étaient des ados appelés sous les drapeaux dans les derniers mois de la guerre, se sont rendus sur la côte ouest. La formation a duré plusieurs jours. Il n'y avait pas d'équipement de protection. Les baïonnettes et les mains nues servaient d'outils. La norme était de 6 mines par heure et par personne. 5 jeunes Allemands rampaient sur le sable à bout de bras les uns des autres, dévissant les fusibles des boîtiers de mines que leur propre pays avait enfouis ici 1 an plus tôt. L'historien Thomas Tram-Pedersen a reconstitué les statistiques de ces mois. Les mines S ont causé un taux de mortalité de 31% parmi les sapeurs. En comparaison, les mines antipersonnelles Chou, en bois, ont tué 2 personnes sur 100. La mine sautante Betty s'est avérée tout aussi mortelle pour ceux qui la posaient que pour ceux qui tentaient de la désamorcer. En octobre 1945, le travail était officiellement terminé. 1 300 000 mines avaient été extraites du sol danois. Le coût a été de 149 morts, 165 blessés graves et 167 blessés modérés. En France, l'ampleur a été encore plus grande. 48 000 prisonniers allemands ont déminé 13 millions de mines au prix de 1709 vies. La mine, créée par des ingénieurs allemands dans les années 1930, a terminé son parcours en tuant des jeunes Allemands dans les années 1940. Les ingénieurs militaires américains ont commencé à travailler sur des échantillons capturés immédiatement après la capitulation de l'Allemagne. L'expérience de la guerre a montré que la conception de la M2 avait échoué, tandis que l'original allemand fonctionnait parfaitement. La solution était évidente. Dans les années 1950, la mine M16, qui était presque une copie conforme de la shrapnel mine, a été mise en service dans l'armée américaine. Elle avait exactement le même mécanisme à 2 étages, les mêmes billes d'acier et la même hauteur de levée. L'Union soviétique a suivi une voie similaire en créant une série de mines OZM. La conception a été simplifiée avec un boîtier en fonte remplaçant les billes, qui devenait lui-même une source de shrapnel lors de la détonation. Plus tard, l'OZM-72 est apparu avec des tiges en acier, encore plus proches du prototype allemand. Ces mines sont toujours produites en Russie. La Yougoslavie a développé la Prom 1. La Chine a créé le type 69. L'Italie, la Suède, la Belgique et des dizaines d'autres pays ont sorti leur propre version de la mine rebondissante. Toutes étaient directement inspirées du cylindre en acier conçu par des ingénieurs allemands au début des années 1930. La guerre du Vietnam a fait une nouvelle génération de victimes de la Bouncing Betty. Le M16 américain et ses équivalents vietnamiens attendaient dans les jungles, les rizières et le long des sentiers empruntés par les patrouilles. Le vétéran Fred Downs a perdu son bras à cause d'une mine rebondissante en 1968 et a consacré le reste de sa vie à aider les soldats blessés. Le nombre total de personnes tuées et blessées par des mines de ce type, rien qu'au Vietnam, a dépassé les 60 000. En 1997, la communauté internationale a signé le traité d'Ottawa interdisant les mines antipersonnelles. La capacité des mines rebondissantes à mutiler plutôt qu'à tuer est devenue l'un des principaux arguments en faveur de l'interdiction. Mais tout le monde n'a pas signé l'accord. Les États-Unis, la Russie et la Chine ont refusé d'y adhérer. Des millions de mines, conçues selon un principe inventé par des ingénieurs allemands il y a 90 ans, sont encore stockées dans les entrepôts de ces pays et dans le sol de la Libye, de l'Égypte et des anciens pays du pacte de Varsovie. Il y a encore des mines qui ont été oubliées ou qui ne peuvent pas être retirées. La documentation allemande indiquait que les mines S avaient une durée de vie de 2 à 7 ans après leur installation. La pratique montre qu'elles peuvent rester actives pendant des décennies. Un clic discret sous la semelle d'une botte, 4 secondes.
La shrapnel mine 35 n'était pas l'arme la plus puissante de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas décidé de l'issue des batailles, ni renversé le cours des campagnes. Mais elle incarnait le plus fidèlement ce que devient la guerre lorsque l'ingénierie vise à causer un maximum de souffrance avec un minimum de moyens. Ses créateurs ont résolu un problème technique: comment neutraliser plusieurs soldats avec une seule charge. La réponse a été trouvée dans une compréhension précise de l'anatomie humaine. 1 mètre de hauteur correspondait au niveau du bassin et des cuisses. Dans cette zone, les blessures ne tuent pas instantanément, mais brisent le corps et le destin à jamais. Ce n'était pas de la cruauté pour la cruauté, c'était de l'optimisation. Un soldat handicapé coûte plus cher à l'armée qu'un soldat mort et rappelle constamment aux vivants ce qui les attend. Près de 2 millions de ces mines ont été produites par les usines allemandes en 10 ans. Leurs descendants sont encore fabriqués aujourd'hui. Le traité d'Ottawa a limité leur distribution, mais n'a pas détruit celles qui existent déjà, ni arrêté ceux qui ont refusé de le signer. La Bouncing Betty n'est pas une pièce de musée, mais une arme active, dont le principe consistant à frapper une personne à son point le plus vulnérable n'est pas devenu obsolète en 9 décennies.